Donc, nous sommes ravis de vous inviter encore une fois. Et cette présentation est intitulée Outils de soutien à l'emploi, la réalité francophone. Donc, cette présentation a été faite en collaboration avec le COPA et OCACI. On en parlera plus en profondément de cette collaboration, mais j'aimerais débuter avec la reconnaissance des terres. Donc, la terre sur laquelle on se trouve aujourd'hui est le territoire traditionnel de nombreuses nations, notamment les Mississauga du Crédit, les Anishinabeg, les Chippewa, les Anishinaabe et les Wendat, et abrite maintenant de nombreux peuples diversifiés, des Premières Nations et des Inuits et des Métis. Merci. Oui, merci beaucoup. Avant de continuer, je vais faire la déclaration contre l'oppression du COPA national. Le COPA national condamne catégoriquement toute forme de discrimination dirigée contre les groupes sociaux marginalisés et racisés dans son milieu de travail, dans la communauté et dans toute la société. De nombreux événements haineux survenus récemment au Canada et ailleurs dans le monde ont mis en lumière le besoin urgent d'agir contre la discrimination et la haine fondée sur l'iniquité. Ce fléau social inclut le racisme anti-noir, l'islamophobie, l'antisémitisme, l'homophobie, la transphobie et la misogynie. Nous encourageons chaque membre de l'équipe et chaque partenaire du COPA national à agir individuellement, collectivement, pour créer un environnement dans lequel la discrimination et les actes haineux ne sont jamais tolérés. À titre de coordinateur du programme des travailleuses et travailleurs en établissement dans les écoles et d'organismes communautaires luttant contre les agressions, le COPA national s'engage à continuer à promouvoir l'équité et la justice sociale pour toutes les personnes issues des communautés historiquement marginalisées et racisées. Je vous remercie. Merci, Denis. Donc, j'aimerais présenter nos deux facilitateurs, Yolande et Denis. Yolande Douémé Mpita est la directrice de programme des travailleurs en établissement aux écoles au sein du COPA national. Elle détient un doctorat en éducation du département de justice sociale de l'Université de Toronto. Elle a une maîtrise en service social de l'Université Laurentien et un baccalauréat en sciences sociales, administration et gestion des entreprises et du personnel à l'Université libre de Bruxelles. Sur le plan professionnel, Yolande a travaillé en développement économique et employabilité, en éducation et en psychothérapie. Elle a offert des services de consultation en planification stratégique, en animation de groupe, à but non lucratif, à des entreprises privées, mais aussi à des individus jeunes et adultes. Elle est aussi chercheuse à l'Université de Toronto. Elle a présidé plusieurs organismes communautaires comme le regroupement des intervenants et des intervenants francophones en santé et en services sociaux de l'Ontario, le mouvement ontarien, des femmes immigrantes de Toronto, le conseil d'école Jean-Paul II et du comité consultatif pour l'immigration francophone de Voix vers la prospérité. Elle est également membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario. Merci et bienvenue Yolande. Et Denis Aoué est agent de soutien du programme des travailleuses et travailleurs en établissement dans les écoles au COPA national. Diplômé en technique de travail social et prévention du suicide, juriste de formation, il œuvre depuis plus de 10 ans dans le domaine de l'insertion sociale des personnes vulnérables, en particulier les femmes, les jeunes et les enfants.
Sensible à la cause féministe, il croit à l'importance de créer un environnement sécuritaire où chaque personne peut vivre et parler sans avoir peur de se faire ridiculiser, intimider ou se faire exclure à cause de sa race, ses origines ou son orientation sexuelle. Merci encore et merci encore pour votre temps et votre expertise. Je vais vous céder la place. Merci. Merci. Est-ce que c'est possible de nous parler un peu de OCACI? Oui, tout à fait. Je voulais... Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas, on représente OCACI, moi et ma collègue Tarana. Donc, OCACI est un conseil qui travaille avec les agences en établissement à travers le province. Et donc, nous fournissons des formations dans différents domaines. Euh, donc, on a plusieurs volets. On a ceux qui se focalisent sur la violence faite au genre, sur les enjeux des personnes qui sont issues d'une diversité sexuelle et du genre. Et nous avons aussi des formations qui se focalisent sur l'employabilité et aussi sur différentes politiques. Donc, nous sommes là pour soutenir surtout et relever les défis et la résilience des personnes immigrantes et réfugiées qui résident en Ontario. Et nous travaillons de plus près avec nos agences membres, comme le COPA et tant d'autres. Ça, c'est un petit aperçu d'Ocassi. Et merci encore. Et je m'appelle Sizwe. Je ne pense pas que je me suis présenté. Et enchanté tout le monde. À vous, à Yolande. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cizé. Effectivement, nous allons parler tout au long de cette webinaire. Nous voulons, avant de commencer, de dire aussi un mot concernant le COPA national, qui est le Centre d'orientation de prévention contre les agressions. Et comme le nom le dit, donc nous avons des programmes de prévention contre les agressions, mais nous avons aussi un grand programme où on travaille avec les écoles dans le cadre de travailleurs en établissement dans les écoles. Donc, nous allons discuter. Voici le plan de ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, on va parler un peu des défis des nouveaux arrivants et des fournisseurs de services, spécialement pendant la pandémie. Et on va voir les conséquences, les perspectives comme solutions qu'ils ont pu avoir. On va continuer par deux questions. On va vous poser des questions parce que comme on l'avait annoncé au départ, c'est vraiment un webinaire qui sera, il y aura l'interaction. Donc, vous allez discuter, on va discuter et parler de deux questions. Et à la fin, on va essayer un peu de parler du programme, le cours en question dont on vous avait envoyé. Donc, c'est un cours avec 5 modules, on vous expliquera. Et vers la fin, on va vous montrer le plateforme. Donc, ne partez pas. Le plateforme du cours, comment accéder et en grand. Donc, ça va nous prendre quelques minutes. Et à la fin, si vous avez encore des questions, là, on sera là pour répondre à vos questions. Est-ce qu'on va commencer? Est-ce qu'il y a des questions ou bien ça va pour l'instant? Ça va pour tout le monde? Pourquoi on veut avoir ce webinaire? Au fait, l'objectif vraiment, c'est on veut discuter ensemble entre nous pour voir un peu la réalité des nouveaux. Parce que vous, parmi vous, vous travaillez en établissement et ça peut être dans les écoles aussi. Voir un peu la réalité que les nouvelles et les nouveaux arrivants, surtout les francophones, rencontrent, ainsi que les fournisseurs de services, surtout pendant la pandémie de la maladie de coronavirus. Ça, c'était quelque chose de très important, on voulait en discuter. Mais également, on veut partager l'information sur une formation qu'on parle les services d'emploi. Donc, c'est un outil qu'on aimerait partager avec vous et c'est ça vraiment l'objectif de cette rencontre. Alors,
Qu'est-ce qui s'est passé, comme nous le savons? On a été surpris vers mars, disons, ça a commencé au début, mais c'était vraiment fort, vers mars 2020. On a tous découvert qu'il y avait la pandémie de la maladie du coronavirus. Et cette pandémie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entraîné beaucoup de changements dans la vie, que ce soit au niveau personnel, de la vie quotidienne, au niveau communautaire. On a eu beaucoup de changements. Entre autres, l'application de mesures qu'on appelle sanitaires. Donc, on devait porter des gants, désinfecter les mains, distanciation. Donc, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu vraiment une réduction de contacts sociaux. Et ce qui fait que beaucoup de gens même sont fatigués d'avoir des choses en ligne. Il y avait moins de contacts sociaux, on se voyait plus, on se voyait de façon virtuelle. Il y avait aussi le bouleversement au niveau de relations interpersonnelles. Vu qu'il n'y avait pas de contacts sociaux, que ce soit au niveau de sphère qui est liée à la vie de tous les jours, mais au niveau du travail. Donc, il y a eu un bouleversement au niveau du travail, un changement au niveau du travail, et on va voir ça justement tout au long de ce webinaire. Et tout ce changement, ça fait que maintenant, on reprend un peu, on aimerait bien en discuter, et puis surtout prendre des outils. Les outils, on va vous montrer les outils que au CACI, en collaboration avec le COPA, ont développé. Ces outils vont nous permettre vraiment à mieux accompagner les nouveaux arrivants pour ceux qui travaillent dans l'établissement ou dans les écoles, mais aussi à renforcer nos capacités en tant que personne, parce qu'il y a une richesse assez importante dans ce cours. Donc, c'était un peu ça, la raison pour laquelle on se retrouve ici. Parlons un peu de défis des nouveaux arrivants. Là, je laisserai la place à Denis pour partager un peu ce qu'il a sur les défis qu'ils ont rencontrés, les nouveaux arrivants. Okay. Merci beaucoup, Yolande. Comme vous l'avez bien stipulé, ce webinaire vise à nous rappeler ces réalités-là et les outils pour les nouvelles arrivants, surtout les francophones. On a vu que depuis mars 2020, où tout a été fermé, où la maladie du coronavirus est entrée véritablement au Canada, ça a créé un véritable bouleversement et les nouvelles arrivants ont subi beaucoup de défis, et principalement la réduction des contacts sociaux. La réduction des contacts sociaux, c'est venu des faits des confinements. On a dû confiner et les gens étaient à la maison. Ils ne pouvaient plus sortir. Ils sont arrivés de leurs horizons avec fortunes diverses sous les cieux, avec, je prends par exemple les peuples qui viennent d'Asie ou du Moyen-Orient, d'Afrique. Là-bas, ce sont les contacts sociaux. Et du coup, ils arrivent ici, tout était fermé. Ça a été vraiment difficile pour eux. Ils connaissent ce confinement. Et c'était le confinement strict. Ensuite, quand on devait sortir un peu pour faire des courses, ces nouvelles arrivées, on était confrontés à ce qu'on appelle la distanciation sociale. C'était le nouveau terme, distanciation sociale. On mettait sur les pavés partout 2 mètres, 2 mètres. Donc, les gens n'étaient pas habitués à cela. Il fallait observer 2 mètres avec son voisin, il fallait observer 2 mètres avec, lorsqu'on va magasiner dans les supermarchés et partout, c'était difficile. En plus de cela, quand tu fais une commande même de nourriture ou d'un outil, on ne te reçoit pas, tu vas devant un store, tu prends la porte, quelqu'un ouvre et puis tu payes, il te tend son lecteur, tu tapes avec ta carte et puis tu es parti. Donc, ça crée beaucoup de frustration pour ces personnes-là. En plus de cela, ça crée l'isolement. Les personnes étaient isolées, étaient dans leur maison, écoutant la télévision, parfois la radio, mais c'était à la maison. On les voyait surtout à la télévision qu'on montrait
à la télévision, l'actualité dans le monde, les gens sont à leur balcon, souvent ils jouent la musique au balcon, ils regardent les usagers passer dans la rue, tout le monde était à la maison. Donc ça crée l'isolement. Et les nouvelles arrivants, on a beaucoup souffert de cette situation. Un autre défi qu'ils ont rencontré aussi, surtout pour les nouvelles arrivants qui avaient des enfants, ils n'avaient pas accès aux garderies. Toutes les garderies étaient fermées. Donc, si une mère ou un père devait sortir, faire une course parce qu'il était arrivé, contacter un organisme, contacter un service pour des besoins où il avait son enfant à garder, elle avait son enfant à garder, c'était difficile. Voici des défis qu'ils ont rencontrés. Une autre difficulté qu'ils ont obtenue, c'était la barrière linguistique. Les gens avaient la difficulté à parler. Ils arrivent les francophones arrivent en Ontario, qui est anglophone, principalement, ils sont confrontés à l'anglais. Quand ils prennent le téléphone, ils appellent, ils ont les anglophones au bout de ligne. Il ne peut pas exprimer ses préoccupations. Il est malade, il ne peut pas appeler un médecin. Les médecins des familles recevaient au téléphone. Et quand tu veux joindre ton médecin, il faut déjà appeler à la clinique. On te reçoit en anglais. On va te demander ta situation avant de prendre rendez-vous avec le médecin. Mais tu ne peux pas exprimer ta situation par téléphone. La personne ne te comprend pas, tu ne comprends pas la personne. Donc, tu es malade, tu ne sais pas te soigner. Aussi, une grande difficulté que ces personnes ont eue, ces nouvelles arrivants francophones ont eu, c'était le manque d'outils technologiques. Pour joindre les services, il fallait aller sur Internet. On vous dit, allez sur notre site. Allez sur notre site. Ils n'ont pas d'ordinateur. Parce que la plupart qui viennent, ils ne viennent pas avec des ordinateurs. Déjà, à leur départ, on leur dit les ordinateurs de l'Amérique du Nord n'ont pas les mêmes caractéristiques que ceux que vous avez dans vos pays. Donc, quand ils viennent, souvent, ils ne viennent pas avec des ordinateurs. C'est sur place qu'ils cherchent à acquérir un ordinateur, ou bien quand ils vont dans les services, dans les organismes qui les reçoivent, c'est là-bas qu'il y a des ordinateurs, et puis on leur dit, bon, voici tel site, il faut t'enregistrer. Donc, beaucoup n'avaient pas d'ordinateur. Donc, ils étaient coupés du monde. Ils étaient coupés des services essentiels. Et cela aussi a créé un problème économique parce que le peu d'argent qu'ils avaient, quand ils viennent au Canada, parce que les coûts de vie sont différents, ces personnes avaient des problèmes économiques liés au fait qu'ils sont en train de payer leur loyer chaque mois, payer leur nourriture. En plus de cela, à cause de la COVID, il fallait payer le matériel de protection individuelle. Il fallait payer des masques, il fallait payer des gants, il fallait payer des gels hydroalcooliques. Et tout ça vient s'ajouter sur leur budget. Et les prix avaient flambé. Donc, ils n'avaient plus beaucoup d'argent. Pour eux-mêmes, pour vivre, pour eux-mêmes, pour leur famille. Donc, voici quelques réalités que ces personnes ont vécues. Non seulement elles ont vécu ces défis, mais des organismes sociaux ont vécu des défis. Et donc, tout à l'heure, Yolande m'a dit, qu'est-ce que les organismes sociaux ont vécu comme défi? Parce que les nouveaux arrivants en ont souffert, mais quel défi les organismes ont vécu aussi en relation avec ce que je viens de dire? Donc, Yolande, je vais te c'est la parole, si tu veux nous dire qu'est-ce que vous avez vécu comme défi, vous en tant qu'organisme. Merci. Effectivement, merci, merci Denis. Effectivement, comme la majorité d'entre nous, on travaille dans les organismes, on est des fournisseurs de services. Comme le nom le dit, on fournit des services. Et c'est ce qui est arrivé, c'est que face à cette réalité qui est arrivée, on n'a jamais vécu ces gens. Donc, il y avait d'abord les fermetures de bureaux. Comme on a dit, les fermetures de bureaux, donc on ne travaille pas, ou il fallait chercher un autre moyen de travailler. Donc, il fallait commencer d'abord à gérer les personnes parce que chaque être humain réagit différemment vis-à-vis d'une situation qui était pour la première fois, pour certains, et pour presque tout le monde, hein, c'était la première fois. Donc, comment fournir des services si nous-mêmes ne sommes pas prêts? Donc, il fallait d'abord commencer à l'interne, se préparer avec des bureaux fermés. Donc, il y avait une certaine incertitude. D'abord, quand est-ce qu'on va ouvrir les bureaux? Est-ce qu'on va aller au bureau?
comment on va travailler. Donc, les gens n'étaient pas préparés, les fournisseurs de services n'étaient pas préparés. Il y a eu des problèmes à gérer, entre autres, comme tu l'as dit avec les nouveaux arrivants, il y avait aussi le problème de technologie. Parce que si on doit travailler, il fallait travailler maintenant, mais il fallait trouver un moyen. Et un des moyens, c'était travail à distance. Donc, il fallait commencer à faire entrer la technologie. Or, on sait que dans plusieurs organismes fournisseurs de services francophones, on est des petits organismes, il n'y a pas beaucoup d'argent, donc il fallait réajuster la façon de travailler, surtout au niveau technologique. Donc, il faut acheter certains programmes, il faut acheter certains matériels. L'ordinateur n'est pas simplement au bureau, il faut aussi avoir l'ordinateur à la maison. Donc, il y avait vraiment beaucoup de défis et surtout l'incertitude. Et on ne savait pas pour les employés comment ils devaient travailler. Et ça, c'était vraiment les défis. Et ensuite, trouver des solutions pour que les gens continuent à travailler. Et pendant un moment, tout le monde est resté à la maison. Donc, les employeurs se posaient, les fournisseurs de services se posaient des questions parce qu'ils ont un mandat avec le gouvernement. Et ce mandat, c'est de fournir des services. Comment allons-nous atteindre les nouveaux arrivants? S'ils ne viennent pas dans nos bureaux, comment on va les rencontrer? Donc, c'était vraiment ça les défis, entre autres, il y en a plusieurs, mais c'était ça les défis que les fournisseurs de services avaient rencontrés. Maintenant, ces défis ont entraîné des conséquences. Il y a eu beaucoup de conséquences pour les nouveaux arrivants et les fournisseurs de services. Denis, est-ce qu'il y a moyen de nous partager un peu les conséquences que toi, tu as remarquées au niveau des nouveaux arrivants suite aux défis qu'ils ont rencontrés? D'accord, merci beaucoup. Les nouveaux arrivants, à ce niveau-là, on a connu beaucoup de chômage. Parce que la fermeture, d'abord, il y a des services qu'on appelait non essentiels qu'on avait fermés. Entre autres, les restaurants, les bars, les cinémas. Généralement, c'était des emplois où, quand les personnes arrivent, premièrement, elles se font juste la main. Là, elles commencent à travailler, puis se fait un peu d'argent. Mais là, tout était fermé. Tous ces entreprises étaient fermées. Restaurants, bars, boîtes de nuit, tout ça, c'était fermé. Donc, les nouveaux arrivants, non seulement ils doivent payer leur loyer tout à l'heure, comme je l'ai dit, mais également, ils ne pouvaient plus travailler. Donc, ils sont à la maison. Ce chômage-là, ça les a maintenus à la maison. Donc, ça les amène à être pauvres. Donc, la pauvreté a comme ça se développé, surtout chez les nouveaux arrivants, parce qu'ils n'ont pas d'épargne. Ils n'ont pas de véritable épargne. Quand ils viennent des pays de l'extérieur par rapport au Canada, les devises sont différentes. La monnaie canadienne est plus élevée que leur monnaie. Donc, du coup, s'ils ne travaillent pas dans les mois qui suivent, dans les semaines qui suivent, ils ont des difficultés. Donc, les gens ont commencé à devenir pauvres. C'est un nouvel arrivant. Autre chose qu'on a remarqué, pour ceux qui voulaient aller à l'école, il y avait un manque de ressources pour s'inscrire à l'école. Ils ne pouvaient pas s'inscrire à l'école. Parce qu'il fallait payer les frais scolaires, il fallait faire ceci, cela, ils n'avaient pas, donc ils ne pouvaient pas s'inscrire. Donc, ils ont connu un retard dans les inscriptions. On leur dit, bon, ok, vous avez raté parce que en mars. Dans mars, avril déjà, il fallait faire des inscriptions au plus tard en juin pour espérer commencer les cours en septembre. Et comme ils ne pouvaient pas, on dit, bon, ok, vous avez la rentrée d'hiver, s'il y a pour l'école ouvre en hiver, ou bien la rentrée de septembre. Donc, les gens ne sont pas allés à l'école. Ils ont eu des retards. Également, cela a créé, chez les nouveaux arrivants, un problème de santé mentale. Et l'UNICEF l'a dit, l'OMS l'a dit, les conséquences de cela, ça s'est prolongé encore pendant des années. Un problème de santé mentale, c'est dû à quoi? D'abord, le stress de ne pas avoir un emploi, le stress d'être resté à la maison tout le temps. Les maisons sont petites. Une famille de nouveaux arrivants, ils sont 5, 6. Les enfants, vous savez, les enfants bougent beaucoup. Les enfants ne peuvent pas sortir, ils sont toujours à la maison, dans 2 chambres, salon, 3 chambres, salon. Ils ont que le salon, la cuisine et la chambre pendant 1 mois, 2 mois. Et le père est fatigué, la mère est fatiguée, le jeune est fatigué, l'enfant est fatigué. Et c'était un véritable problème. Et quand il vient à l'hôpital, il ne peut pas s'exprimer. Donc, cela ne s'exprime pas quoi. Ils avaient des stress,
C'était l'anxiété. Ensuite, un autre grand problème, c'était la peur de mourir. Ce problème de santé mentale là. Il fallait parler avec le voisin pour éviter d'être contaminé. On vous dit, vous devez être 5. Parce que selon le confinement, il y a eu des périodes. Les périodes où on dit c'était 50 personnes, rassemblement. Ensuite, on est descendu à 25 personnes et on descendait à 20 personnes, on descendait à 10 et à 5. Donc, les gens avaient cette angoisse-là, la peur de se faire contaminer. Il a peur de se faire contaminer. On voyait même quand ils arrivent aux ascenseurs, ils avaient des Kleenex, ils avaient des gants pour toucher même le bouton, pour ouvrir les portes dans les bâtiments publics. Ça, c'était une peur. Il y en a qui ont eu qui devaient rencontrer des services, ils ont peur, je préfère rester dehors, je préfère faire ça au téléphone. Donc ça crée un grave problème de santé mentale et les conséquences demeurent, continuent de demeurer. Les gens sont restés à l'intérieur. La quarantaine. Pour ceux qui étaient contaminés, ils avaient fait la quarantaine à la maison, ils ont une petite famille, une petite maison, ils devaient observer la quarantaine. On a vu les nouvelles arrivants qui étaient là, ils ont 2 chambres et un qui est contaminé, il doit occuper la chambre du seul. Donc le reste de la famille occupe une chambre plus le salon. On lui donne à manger, on ouvre la porte, on dépose la nourriture, on referme. Ça crée des véritables problèmes de santé mentale pour les nouvelles arrivants. Parce qu'ils ne connaissent pas d'abord l'environnement dans le pays dans lequel ils sont arrivés, ils ne maîtrisent pas l'environnement et cette maladie les a vraiment coulés au sol. Donc, voici cela. Mais seulement les nouveaux arrivants, ils ont vécu ça, eux et leur famille, ce problème de santé mentale, mais également les organismes ont subi cela aussi. Ces conséquences-là sont manifestées au niveau des organismes et Yolande va en parler plus en profondeur par rapport à ces conséquences-là pour les organismes. Yolande, tu veux nous en dire un peu plus ce que vous avez subi? Ben, justement, au niveau des fournisseurs de services, c'était l'épuisement. Comme on avait dit, l'incertitude et tout le monde était épuisé parce que non simplement la peur, problème de santé mentale, mais aussi on est dans l'incertitude. Est-ce qu'on va continuer à travailler? Est-ce qu'on va fermer? Quand est-ce qu'on va ouvrir? Donc, c'était un épuisement. L'épuisement n'était pas simplement physique, c'était un épuisement mental qui avait entraîné des sérieux problèmes au niveau de santé mentale. Donc, il y a eu certains qui sont vraiment en congé, confinés carrément, congés, etc. Donc, et ça, le fait déjà de fermer aussi le bureau, il y avait manque de ressources, pas de ressources humaines. Donc, les gens n'étaient pas là. Il y avait peu de personnes pour, même si on trouvait un moyen pour travailler avec les nouveaux arrivants, mais il n'y avait pas assez il y avait des gens qui avaient peur, d'autres sont tombés malades. Donc, il y avait un manque de ressources, mais aussi manque de ressources financières parce que à chaque fois on travaille, on justifie aussi. Les fournisseurs de services justifient leur emploi. Ils ont des quotas aussi pour certains avec le gouvernement et on ne pouvait plus atteindre ces quotas. Donc, il y avait quand même l'incertitude. Et puis, entre autres, on ne pouvait pas atteindre ce quota parce qu'il y avait une baisse au niveau de la clientèle. Il y avait moins d'entrées d'immigrants, surtout au niveau des nouveaux arrivants, il y avait moins. Donc, les frontières étaient fermées, donc il y avait moins aussi d'entrées. On ne pouvait pas répondre aux exigences du gouvernement, que ce soit au niveau du nombre, que ce soit au niveau des services. Et cela a entraîné pour certains carrément perte d'emploi. Donc, il y en a d'autres qui sont allés au chômage. Je sais que le gouvernement payait quand même une partie, mais ce n'était pas le même montant de salaire qu'on reçoit quand on travaille. Donc, c'est ça qui avait entraîné. Vraiment, il y avait des conséquences assez sérieuses au niveau des fournisseurs de services. Mais comme on dit, l'être humain est toujours résilient dans plusieurs. Donc, on arrive quand même à trouver des solutions. Comment, peu importe que je sois nouvellement arrivé quelque part, on va quand même essayer de voir quelles pourraient être les solutions. Parle-nous un peu des solutions au niveau de nouveaux arrivants. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Oui, merci. On a vu aussi à ce niveau-là les solutions. Allô? Oui? Oui. Oui, Denis, par rapport aux défis, je m'excuse, hein,
Parce que avant d'aller aux solutions, est-ce que nous autres, comme est-ce qu'on ne pourrait pas amener certains défis, nous autres, que nous avons vécu avec... Oui. Est-ce que ça va? Oui, je te comprends. Mais je n'ai pas bien compris la question. Oui, je disais qu'avant d'arriver au niveau de solution, est-ce que nous autres, comme par rapport à nos vécus, pendant cette période-là, si nous avons constaté certains défis, est-ce qu'on ne pourrait pas les en parler aussi? Oui, on peut toujours discuter au niveau des défis, oui. D'accord. Alors, moi, ce que je voulais ajouter, c'est, vous parlez tantôt que comment que ces gens-là perdaient leur emploi, comment ça a créé le problème de santé mentale. Alors, nous autres, comme à cette époque-là, c'est-à-dire bien que les écoles étaient fermées, mais nous étions en relation aussi avec les enseignants et puis avec certaines directions d'école. Ce que nous avions pu constater comme défi à ce moment-là, c'est les parents qui travaillaient, c'est-à-dire que les gens qui sont des nouveaux arrivants, qui travaillaient comme des préposés aux bénéficiaires ou bien comme des agents de sécurité, ces gens-là, ils doivent aller travailler normalement, quelles que soient les situations, ces gens-là, ils y vont au travail. Maintenant, le problème, c'est que à ce moment-là, les enfants restaient à la maison et qui devraient continuer à suivre la formation en ligne. Et il n'y a personne pour pouvoir faire un suivi. Parfois, les enfants restent dormir, ils ne se réveillent même pas. Alors, c'est tout un défi à ce moment-là que ces gens-là, qui n'avaient pas eu suffisamment de capacité, ou du moins qui n'avaient pas eu d'autres moyens, de ressources maintenant pour mieux accompagner ces enfants-là, qui doivent nécessairement aller au travail et laissent les enfants à la maison. Les enfants ne se réveillent pas, ils ne participent pas à la formation, que les enseignants nous appellent, on ne voit pas l'enfant, qu'est-ce qui se passe, et puis les parents ne sont pas disponibles. Moi, j'ai trouvé à ce niveau-là, outre que ces gens qui perdaient leur emploi, mais d'autres qui ne perdaient pas leurs emplois, qui devraient aller de toute façon au travail, maintenant confrontés aussi à un autre défi. C'est par rapport à l'éducation de leurs enfants. Ouais. Merci Marcel, j'ai bien noté cela. C'est vrai, c'est une des réalités également que ces nouveaux arrivants ont vécu. On ne pourrait pas citer de façon exhaustive tout ce qu'ils ont vécu comme défi. Il y a eu beaucoup de défis de la COVID. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour ton apport. Donc, comme Yolande l'a stipulé, l'homme est résilient devant les difficultés. Les organismes, les nouveaux arrivants ont tenté, ont essayé de braver la COVID, de vivre avec la COVID. Et la solution que le gouvernement a trouvée, les nouveaux arrivants ont pu adapter, c'était les apprentissages à distance. On a commencé à travailler à distance. Donc, les nouveaux arrivants ont appris à se connecter, aller sur un lien Zoom pour cliquer et puis avoir une connexion, pouvoir parler avec quelqu'un. Les nouveaux arrivants ont commencé à lire beaucoup sur les réseaux sociaux pour savoir comment faire pour postuler à un emploi. Parce que l'emploi, il faut apprendre à faire ton CV. Donc, il faut aller sur Internet pour voir comment on fait un CV selon le modèle canadien. Parce que sur d'autres cieux, sur les CV, il y a beaucoup d'informations qu'on met. Au Canada, il y a des informations qui ne sont pas nécessaires. Donc, il faut rejeter. Donc, il faut apprendre le CV selon le modèle canadien. Ils ont appris à faire cela. Et quand tu veux travailler, tu fais ton entrevue à distance. Tu ne vois pas l'employeur, vous voyez juste devant la caméra. C'est sa posture que tu lis, on lit tout ce que tu dis par tes lèvres et puis on accepte ou on n'accepte pas. Il y en a qui n'étaient pas confortables avec ça. Ils ne savent pas si tu es devant la caméra. Des fois, ces nouvelles arrivent. Tout est noir derrière, où il y a beaucoup de lumière derrière, ça brille dans la caméra, mais ils ont essayé de faire pour s'adapter. Des fois, pendant qu'ils sont en webinaire, pendant qu'ils sont en entrevue d'emploi, un enfant pleure dans la cuisine ou un enfant pleure au salon. Il a obligé de s'excuser pour aller, mais c'était une solution. Il fallait qu'il apprenne cela. Il a été résilient, ils ont été résilients. Ensuite, il y a eu l'école. L'école s'est fait à distance. Les enfants commencent à apprendre à distance. Apprendre. De nouveaux arrivants aussi ont appris à distance, prendre les cours à distance. Le professeur explique, il dit, bon, vous rendez le devoir. Et ça, c'était vraiment difficile, mais ils ont appris. Imaginez-vous sous certains tropiques, l'école, c'est papier, physique. Et ici, ça vient
il fait son devoir, il doit rendre le devoir en ligne. Comment trouver le lien pour que le professeur reçoive? Comment trouver le lien? Ou bien le professeur fait une rétroaction. Comment trouver le lien pour qu'il puisse voir la rétroaction de son travail préparatoire avant de déposer le travail final? C'était une solution qu'ils ont trouvée dans ça. Pour briser l'isolement, comme on l'a signifié, qu'est-ce qui s'est passé? Et réduire la santé mentale. Ils ont développé les réseaux d'amitié virtuels. Sur WhatsApp, ils ont commencé à se faire des amis. Ils ont commencé à le voisinage. On voyait souvent certains qui chantaient de leur balcon. Le voisin chante ici, lui, il chante là. Ou bien il a un instrument de musique. L'autre voisin a un instrument de musique en haut. Et puis, à une certaine heure, à 20 h, par exemple, c'était le soir, à 8 h du soir, et puis chacun joue la musique. Donc, celui qui est en bas, il joue à la batterie, celui qui est au-dessus, il joue à la guitare, celui qui est un peu plus bas, ou sur la gauche ou la droite, il joue son piano. Et puis, c'était une ambiance. Donc, les gens se mettaient dans cette posture-là pour socialiser. C'est des solutions qu'ils ont trouvées. Également, pour juguler le problème économique et la pauvreté, on a vu que les banques alimentaires ont flambé. La demande était forte dans les banques alimentaires parce que beaucoup de ces personnes-là se sont inscrites dans les banques alimentaires. Se sont inscrites dans les banques alimentaires pour ne serait-ce qu'avoir un repas par semaine, pour avoir du pain, pour avoir des vivres, pour avoir des non-vivres pour eux et pour leur famille. Donc, voici ensemble des solutions que les gens peuvent trouver. Également, pour briser l'isolement, on leur permettait de marcher. Ils pouvaient sortir, mais pas en groupe. Donc, les gens sortaient seuls au parc, soit avec leurs enfants, avec leur famille, ils sortaient au parc pour marcher dans les parcs, pour prendre un peu d'air, pour fuir la chaleur de la maison. Ils marchaient dans les parcs. On les voyait, ils étaient assis. Même dans les parcs, même, ils s'asseyaient même le sol parce que les bancs publics dans les parcs, c'était fermé. On ne peut pas utiliser les bancs publics. Les paniers de basket, on ne les utilisait pas. Beaucoup des aires de jeu étaient fermées. Donc, il fallait juste marcher, courir un peu. Et quand on a un vélo personnel, on a un vélo. Donc, voici un ensemble de solutions que les nouvelles arrivants ont trouvées. Ils ont vu des autres faire, ils ont aussi adopté ça pour pouvoir vivre, pour pouvoir résister à la COVID. Et c'est ce qu'ils ont fait au plan individuel, au plan collectif, au plan familial. Mais les organismes ici ont fait d'autres progrès, ont fait trouver des solutions pour vivre. Et ça, Yolanda va nous expliquer comment vous avez fait pour suivre. Quelles sont les solutions que vous avez trouvées face à cette situation? Merci, Denis. Comme on dit, la résilience, ça fait partie de l'homme, même si pas dans toutes les situations. Les fournisseurs de services, eux aussi, ils ont commencé à trouver des solutions, même si ce n'était pas efficace à 100%, mais quand même, ils ont trouvé des solutions. C'était, entre autres, surtout l'arrangement entre les travailleurs, parce qu'il fallait maintenant trouver des moyens pour que les gens puissent travailler ou gagner de l'argent différemment qu'ils n'ont jamais fait avant. Donc, il fallait faire des arrangements entre les travailleurs et l'employeur. Et une des façons, c'était l'adaptation. Adapter le travail. Donc, on a eu à travailler de façon virtuelle, de façon hybride. Donc, avoir son bureau à la maison, quelque chose qui n'est pas d'habitude, ou bien il y a d'autres qui ne sont pas très à l'aise à le faire. Et puis, au niveau même de l'employeur, comment je vais être sûr que c'est efficace? Et puis, comment je vais être sûr que tout le monde est devant le poste? Donc, il fallait trouver aussi des stratégies pour pas être comme des policiers, mais être quand même, avoir un œil pour que les gens puissent travailler. Il fallait travailler au niveau de la technologie pour que quand on appelle, ça fasse comme si on était au bureau. Donc, faire des retours d'appel ou bien de transfert d'appel chez la personne, dans sa maison, travailler à la maison pour que quand on appelle, la personne puisse la voir directement. Donc, il y a eu mise en place de certaines situations qui demandaient de l'argent. Parce que les systèmes, que ce soit au niveau Internet, que ce soit au niveau téléphonique, ça demandait de l'argent. Donc, c'est là où il y avait le hic. Alors, pour certains qui devaient s'ouvrir quand même, donc il fallait avoir l'alternation. D'autres viennent aujourd'hui, d'autres viennent demain. Donc, il fallait vraiment respecter la distanciation, tout ce qui avait la mise en place de systèmes sanitaires.
Donc, ça c'était quelque chose de très important. Et puis, il fallait trouver des moyens de rejoindre la clientèle. Donc, il y avait des réseaux sociaux. La publicité a beaucoup marché au niveau de réseaux sociaux, envoyer des messages. Pour certains, ça fonctionnait, d'autres non. Rencontrer les gens, il y a beaucoup qui ont fait des ateliers virtuels. Il y en a même d'autres qui continuent encore, donc virtuellement pour atteindre beaucoup de personnes. Donc, il fallait faire des rencontres virtuelles qui n'étaient pas évidentes, mais c'était des solutions qui permettaient de rencontrer beaucoup de gens. Et cela n'a pas simplement, pour les fournisseurs de services, cela n'a pas simplement été une manière, mais pour les gens en général, ça a développé d'autres formes d'emploi. Je sais qu'on le remarque même maintenant. Il y a beaucoup, on a des TikTok, on a des Facebook, on a toutes sortes de médias. Au niveau de médias sociaux, il y a eu des développements d'emplois. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, il y a beaucoup, même des jeunes, quand ils n'allaient pas à l'école, ils allaient dans les réseaux sociaux, ils gagnaient de l'argent parce qu'ils postaient des choses, YouTube, tout ça. Et ça créait d'autres formes d'emploi. Donc, il y en a d'autres ont développé, d'autres employeurs ont développé des emplois et d'autres travailleurs ont découvert d'autres sortes d'emplois. C'est là où ça va venir le moment de la discussion qu'on va avoir. Et c'est ça la question qu'on vous pose. Donc, si vous voulez, vous êtes à l'aise à ouvrir vos micros et puis vos caméras pour qu'on puisse discuter un peu. On voulait savoir un peu qu'est-ce que vous pensez du développement des nouvelles formes d'emploi via les réseaux sociaux. Donc, on a les TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube, Facebook. Il y a des emplois où on voit des gens en train de parler. Que pensez-vous de ce développement des nouvelles sortes d'emplois? C'est le moment de partage. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce qu'on demanderait, si vous pouvez juste lever la main électronique, mettre le signe, comme ça, on va vous donner la parole. Qu'est-ce que vous pensez du développement de ce genre d'emploi, des nouvelles formes d'emploi? Est-ce que quelqu'un peut commencer? Oui, il y a Will Smith qui a la main levée. Bon, je ne vois pas de... Est-ce que ça marche? Oui. Oui, oui, on voit. Vous parlez de vidéo, moi je ne vois pas je ne vois rien. Je ne vois rien. Je ne vois rien sur l'écran, je vois uniquement des images. Je ne sais pas si vous avez mis le vidéo, mais ça ne paraît pas. Non, on n'a pas de vidéo. C'est un moment de discussion. Voilà. Okay. Bon, pour moi, à mon avis, je pense que c'est une nouvelle expérience et il faut voir, il y a le bon et le mauvais côté. Et moi, je pense que tout dépend, disons, du secteur qu'on travaille. OK. Moi, pendant la pandémie, j'enseignais, par exemple. C'était pour moi horrible d'enseigner des élèves que je n'ai jamais vus. Et toujours, des fois, c'est l'écran, même le visage, je ne voyais pas. Donc, pour moi, le contact, disons, c'était très difficile. On n'avait pas de contact. Mais en même temps, si on peut regarder actuellement, par exemple, dans le contexte actuel du monde, il y a beaucoup de problèmes d'énergie, beaucoup de problèmes d'essence, d'énergie. Moi, je dirais économiquement, au niveau dans l'environnement, si on peut faire le travail à distance que l'on peut faire au lieu de déplacer, d'aller sur place, de chauffer le lieu, de brûler d'essence, économiquement, pour moi, ça pourrait aider de façon positive. Et puis, l'autre, c'est un nouveau dynamique qui se crée. Donc, le plus grand défi pour moi, c'est la gestion. Et vous avez mentionné ça, dans pas mal de problèmes que les gens ont.
c'est le développement ou bien la gestion de nouvelles technologies. C'est-à-dire, c'est un grand défi pour le monde, pour les gens. Si une personne ne sait pas bien manipuler la nouvelle technologie, elle va avoir beaucoup de difficultés. Donc, c'est un avantage pour les nouvelles technologies de se développer et peut-être de s'adapter, de se développer davantage pour répondre aux nouveaux défis. Mais c'est un gros défi aussi pour les gens qui n'ont pas cette capacité de manœuvrer la nouvelle technologie. Et puis, autre chose pour moi, c'est le sens de responsabilité aussi. Le sens de responsabilité de la part de celui qui travaille à la maison et la confiance aussi de la part du gestionnaire ou du patron. Donc, qui doit se développer. Donc, on doit faire confiance, on doit voir les résultats aussi. Mais le sens de responsabilité, moi, j'ai un travail, je sais que je fais le travail. Et pour moi, personnellement, avec cette nouvelle technologie, même quand je fais le télétravail, moi, des fois, je ne reste pas exclusivement dans le temps qui est imparti pour faire le travail. Des fois, je commence beaucoup plus tôt. J'ai un travail à faire, je peux commencer beaucoup plus tôt. Il y a une sorte de flexibilité, si on peut dire ça comme ça, dans le travail. Et parfois, même à la maison, curieusement, des fois, on peut donner mieux. Hein. Si on est beaucoup plus concentré, tout dépend. Si on n'a pas beaucoup d'enfants, on n'a pas beaucoup d'enfants, on a le silence dans la maison, on est beaucoup plus concentré, on ne donne pas beaucoup de blagues. Donc, il faut voir le côté positif dans ce sens. Mais tout le reste, c'est le contact, mais je dirais que notre société aussi, la relation de travail, comme vous avez mentionné, ça change. Mais moi, je dirais que le travail en ligne ne peut pas remplacer le contact avec les gens. Le contact, moi j'aime bien l'échange avec les gens, ça c'est très important. Toute la question, c'est comment lier cette dimension de travail en ligne et la relation, le contact personnel, le contact avec l'autre, qui est indispensable parce que, comme dit Aristote, nous sommes des animaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Lucie. Il y a Nathalie qui avait levé la main aussi. Quand tu vas finir avec lui, Nathalie qui a levé la main. Oui, merci. Alors, je suis comme d'accord avec tout ce que Will Smith a dit, comme c'est vrai, on a vécu tout ça. Et puis, mais je voulais juste pour préciser quelque chose dans le Forum d'emploi pour les réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram, WhatsApp. Oui, c'était plutôt pour les jeunes dans la technologie, mais nous, comme moi, parents qui avaient comme des restrictions pour mes enfants, pour utiliser les réseaux sociaux ou bien n'importe quoi, c'était comme, OK, on a ouvert tout parce que c'était une situation qu'on ne pourrait pas comme utiliser les mêmes restrictions qu'avant, qu'en temps normal. Alors, leur addiction pour les technologies était beaucoup plus. C'était quelque chose qui était que je peux voir que, OK, comme pour être en social et puis se connecter en personne et tout ça, ça a comme jusqu'à maintenant qu'on est de retour un peu, on peut dire au normal un peu, mais c'est toujours, ils se sont habitués d'utiliser comme ces outils-là et puis ils sont comme plus addictés pour ça qu'auparavant, mais on ne peut rien faire parce que c'était un certain moment qu'on ne pouvait pas leur dire non et pourquoi maintenant retourner dire quand tout le monde a passé par ça. Alors, je peux dire aussi que, disons, il y avait des réseaux sociaux comme, disons, le Zoom. Ça existait depuis longtemps, mais maintenant, pendant la pandémie, ça a comme boomé et puis tout le monde l'utilise. Alors, oui, nous avons beaucoup appris des nouvelles technologies comme pour utiliser. Et puis, mais en même temps, comme pour le travail hybride aussi, je trouve que ça a les bons côtés et les mauvais côtés en disant socialiser et être en famille au travail. C'est différent qu'être chacun comme à sa maison et tout ça. Oui, ça déduit le temps de voyager au travail, oui, ce temps-là, on peut le mettre plus d'énergie pour le travail ou bien comme s'habiller et tout ça pour le matin, d'être différemment au travail qu'à la maison, où nous sommes au confort de notre, comment dire, habit et tout ça. Alors, il y a des pour et des contre, il y a toujours les pour et les contre.
Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Au fait, je voulais en profiter pour dire qu'il y a 2 questions. Si vous pouvez répondre aux 2, ça va. Si vous pouvez répondre à une des questions, c'est bon. La deuxième question, pensez-vous que le travail va revenir à son monde avant la pandémie? Ça, c'était la deuxième question. Donc, on va avec Félicité et puis après, ça va être ça. Oui, bonjour. Pour la première question, moi, je pense que les développements des nouvelles formes d'emploi, je trouve que ça nous rapproche de ceux qui sont loin de nous, mais ça nous éloigne de ceux qui sont proches de nous. Parce que des fois, il arrive à un moment, tu es concentré, par exemple, sur WhatsApp, je prends les cas de moi-même, et tu es tellement sur les téléphones, sur l'ordinateur que des fois, tu n'as même pas le temps des enfants qui sont à côté, tu n'as même pas le temps de gens qui sont à côté de toi. Donc, ce qui fait, c'est que tu deviens comme vraiment plus en contact avec ceux qui sont éloignés et ceux qui sont à côté. Tu n'as pas vraiment le temps pour eux. Et pour la deuxième question, je pense que ça peut revenir, mais ça dépend d'une personne à une autre parce qu'il y en a maintenant qui sont habitués à faire les télétravail et pour eux, ils trouvent ça vraiment très bien. Et puis, du côté positif, ça aide aussi d'autres personnes à avoir comme 2 emplois en même temps. Merci. Merci beaucoup, Félicité. On va aller avec Sarah. Oui, alors, pour moi, concernant la première question, je trouve que c'est pas comme, moi, je peux pas définir ça comme une forme d'emploi, un vrai emploi, ce qui se fait maintenant sur les médias sociaux concernant les TikTok et tout ça. Je crois que ça prend beaucoup du temps de nos enfants, comme pour regarder, follow et tout ça, mais en même temps, ce n'est pas un vrai travail, ce n'est pas un travail qui est durable. Peut-être c'est un passe-temps, peut-être c'est quelque chose qui va finir bientôt quand tout le monde revient à la mode maintenant après la pandémie. Pour le mode de travail après maintenant, je crois qu'on est plus ouvert à travailler dans plusieurs modes de travail. Ça va être mieux. C'est pas le même, mais beaucoup plus mieux parce que c'est plus ouvert. Maintenant, par exemple, nous, quand on fait un atelier pour les parents, on pense toujours à faire des ateliers hybrides, donner la chance à beaucoup de gens parce que nous, on est plus, on connaît plus utiliser toutes les manières pour vraiment faciliter la communication et passer les messages à tout le monde. Ça a ouvert pour nous beaucoup des options et c'est pas vraiment très important de revenir à ce qui est avant, mais plutôt de s'ouvrir à plus et plus on a plus de choix. C'est ce que je pense. Ben, c'est intéressant, merci beaucoup. Est-ce que Will Smith avait mis l'ancienne main ou bien il voulait ajouter quelque chose? Ah, donc c'est une ancienne main. OK. Est-ce que oui, Nathalie? Pour la deuxième question, je voulais dire que ça dépend du travail. Est-ce que le travail demande comme présence, contact avec la personne, le client, face à face? Parce que c'est vraiment important pour nous, disons, notre présence dans les écoles, ça fait beaucoup de changements. Alors, notre présence, être à l'école, voir le personnel, avoir le contact direct pour qu'ils sentent notre présence, c'est différent que d'être toujours en courriel ou bien en virtuel pour les rencontres. Alors ça, je vois qu'il y a des choses qui sont importantes, mais pour continuer des travaux qui sont administratifs ou bien n'importe quoi, ça pourrait être hybride, ça pourrait être de n'importe où. Alors, c'est ça juste la différence, disons, pour retourner à son monde avant la pandémie. OK. Je ne sais pas si ce sont des anciennes mains ou bien… Non, pour l'instant, ce n'est pas l'ancienne main. Ah, d'accord.
L'une des choses, moi, je dirais que je dois ajouter, et je réponds aussi à la question posée, à la deuxième question. Pour moi, cette nouvelle forme de travail va créer l'exclusion. Ça va créer l'exclusion de ceux qui ont la capacité de prédominer, disons, de bien maîtriser la technologie et ceux qui n'en ont pas. Ça, pour moi, ça va créer la division et des fois même, l'exclusion, je dirais, et des fois même, ça peut créer l'exclusion. Maintenant, c'est un bon prétexte, on peut trouver un bon prétexte pour ne pas se rencontrer. Bon, on fait ça à distance, donc on va s'adapter. Et l'autre chose pour moi, c'est, je pense pas à mon avis, hein, je peux me tromper, je pense pas qu'on va retourner à l'ordre ancien. Non, non, non. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est irréversible. La technologie s'impose d'une façon ou d'une autre. Ça arrange le secteur de la technologie de développer d'autres possibilités d'imposer ça. Donc, la technologie nous est imposée. Donc, on n'a pas de choix. Donc, d'une façon ou l'autre, la manière ancienne ne va pas disparaître, mais je ne suis pas sûr que la question de la nouvelle technologie va céder la place pour la façon de travailler avant. Loin de là, pour moi, ce sont des nouvelles technologies qui vont être développées et plus on va en faire usage. OK, Voilà. Merci beaucoup. Très intéressant du point de vue de tout le monde. J'ai reçu une dame qui m'a dit, ben moi, je n'aime pas cette nouvelle forme d'emploi parce que mon fils, j'ai eu plusieurs parents, il veut plus retourner à l'école parce qu'il gagne plus d'argent sur Facebook, YouTube, en publiant, il reste enfermé à la maison et puis il gagne beaucoup plus d'argent. Il y a certains parents qui ont parlé de ça en disant, ben non, il veut plus retourner à l'école. Il dit, qu'est-ce que je vais aller faire? Je gagne déjà beaucoup. Je gagne même plus que toi, maman. Donc, pour dire que certains parents ont réagi face à ça. Et comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements. Il y a du côté positif, négatif. Mais quand on découvre quelque chose de nouveau, c'est rare qu'on on retourne à zéro encore. On veut toujours avancer. Et pour certains, moi, j'ai animé des ateliers où quand je pose la première question, où vous êtes? J'ai eu des gens en Europe. Moi, je dis, ah bon? Oui, donc il y avait des moments où on était autour du monde, mais on était sur place. Et ça, c'était quelque chose de formidable. Cependant, comme vous l'avez dit, on a toujours besoin de cette interaction entre nous. Je ne sais pas s'il y avait d'autres commentaires, sinon on va passer. Comme nous l'avons dit, notre deuxième objectif, c'était vraiment de partager l'information sur cette formation, sur la formation. Donc, on va avoir donc la formation pour les services d'aide à l'emploi. C'est un cours. C'est un cours à distance que vous suivez à votre aise. C'est-à-dire qu'à votre aise, c'est-à-dire que vous suivez, on vous donne juste les dates. Donc, ça va commencer le 1er novembre jusqu'au 10 janvier. Donc, pendant cette période, vous allez arranger votre temps pour faire lire, répondre aux questions, pour que ça termine à temps. Donc, l'inscription va commencer le 25 octobre et il y a 5 modules. On va parler un peu de ça avant d'aller et après, on va partager sur on va vous montrer un peu au niveau Internet, au niveau de site web. Qu'est-ce qu'on va avoir à travers ce cours? Donc, avec la collaboration COPA National et OCACI, on va travailler sur 3 cours. Il y a un cours sur la formation des services d'aide à l'emploi. L'autre cours, ça va être sur les jeunes. L'autre cours, ça va être qui touche la violence. Donc, qu'est-ce qu'on va voir à travers ce cours? Il va avoir 5 modules. Il y aura un module qui va parler du contexte général d'emploi. Ça va parler de identifier les lois. C'est vraiment tout ce qui touche les lois, l'impact que le loi a au niveau de l'emploi,
Donc, c'est vraiment au début, c'est un contexte beaucoup plus général. Après, il y aura un module qu'on appellera professionnel immigrant. Ça va parler de tout ce qui est comme profession réglementée et non réglementée. Donc, il y a toute une richesse d'informations sur c'est quoi une profession réglementée ici au Canada et c'est quoi une profession non réglementée et comment, si je veux travailler. Et ça, c'est une information, beaucoup de nouveaux arrivants, quand ils arrivent, ils posent cette question et ils ne savent pas. Et vous allez avoir cet outil, non simplement pour vous-même, mais c'est pour aussi aider les autres. Tout ce qu'on parle de titres, de compétences, et les situations il y aura des cas où les situations que les nouveaux arrivants rencontrent. Quand ils viennent, ils étaient des médecins, ils travaillent comme chauffeurs de taxi, etc. Donc, il y aura plusieurs informations qui sont très importantes. Module 3, c'est l'emploi et la précarité. Ce module va parler un peu des raisons pourquoi les gens viennent ici au Canada, qu'est-ce qu'ils rencontrent, et ils vont aussi donner des pratiques à succès. Ceux qui sont arrivés au niveau de l'emploi, comment ils ont pu réussir. Alors, il y aura des témoignages des gens qui ont réussi. Et ça, ce sont des cas qui aident, surtout en tant que travailleur en établissement, pour savoir que j'ai un client qui a ça comme réalité. Voilà ce que j'ai rencontré dans mon cours, comment je pourrais le guider. Le troisième module, ça va être aider les personnes nouvellement arrivées, excusez-moi, il y a une petite erreur, dans la recherche d'emploi. Là, on va voir le besoin. Quand les gens arrivent ici, quels sont les besoins qu'ils rencontrent? Et puis, souvent, ils savent ce qu'ils veulent, mais ils ne connaissent pas leurs droits. Quels sont mes droits en tant qu'employé, travailleur, nouvellement arrivé? Quels sont mes droits? Et là, ça sera ça va être scindé en 2 modules. Donc, le module qui va identifier le besoin et l'autre module qui va parler des droits, on va parler du tribunal des droits de la personne, parce que, bon, beaucoup, ils ne disent rien parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le droit. Si je dis, on va juste me renvoyer. Mais c'est très important pour éviter justement les oppressions, etc., de trouver une façon de les informer. Alors, le module 5, c'est une vue d'ensemble. Ça va parler des interventions du niveau politique. Qu'est-ce que les politiques, je veux dire, font au niveau de tout ce qui touche l'emploi? Tout ce qui crée. On parle des entreprises sociales. C'est quoi une entreprise sociale? Donc, on va vous donner un peu beaucoup plus d'informations. L'équité au niveau de l'emploi. Qu'est-ce que le marché public utilise justement pour aider? Et ce qui est vraiment important ici, c'est que tout cela va se faire appliquer dans une analyse anti-racisme et intersectionnelle. C'est-à-dire qu'une seule personne peut avoir différents problèmes selon le cas et selon l'endroit. Donc, tout le cours se résumera dans cette analyse anti-racisme et intersectionnelle, ce qui est bien pour nous de voir aussi cette façon de voir les choses. Donc, pour l'instant, on va vous partager, je vais laisser Sizwe nous partager un peu le site web, la plateforme, pour avoir une idée. Merci. Oui,